Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 6 septembre 2023. Voici les principaux titres. Manipulation du code de l'urbanisme par le ministre des Travaux publics dans le nouveau plan de modernisation de la ville de Bujumbura. À suivre les détails au début du journal. Rutana et Rumonge parmi les communes qui souffrent de la pénurie de l'eau potable. À quelques endroits, la population alerte au moment où le pays fait face à l'épidémie de choléra. Certains fonctionnaires de l'État n'ont pas touché leur premier salaire depuis plus d'une année. Le blocage se situerait au niveau du ministère de la fonction publique. Vous allez suivre les grognes de ces fonctionnaires et la réponse du ministre concerné. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le ministre des Travaux publics Dieudonné Doukoundane manipule le code de l'urbanisme, de l'habitat et des constructions pour expliquer sa récente mesure obligeant des propriétaires des parcelles en commune Mukaza à présenter des plans de construction en hauteur à défaut d'être expropriés. L'article 69 qu'il évoque n'a aucun lien avec sa mesure. C'est un dossier de nos confrères Eloge Divin Remesha et Bob Rugurika. Il est présenté par Eloge Divin Remesha. La récente mesure annoncée par le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Dieudonné Doukoundane, comporte plusieurs zones d'ombre et incertitudes. Devant le Sénat, le ministre Doukoundane semble avoir manipulé sciemment le code de l'urbanisme, de l'habitat et des constructions. S'adressant au sénateur, le ministre a déclaré que l'article 69 du code de l'urbanisme prévoit ce qui doit être fait si certains citoyens ne sont pas à mesure de respecter les constructions leur recommandées. C'est ce qui a été dit dans l'article 69 du Code de l'urbanisme. Cet article prévoit très bien qu'il peut y avoir une rénovation et précise comment elle est faite. L'article précise que si les autorités habilitées trouvent que le quartier est à moderniser, ceux qui sont capables de mettre en œuvre le projet, ils le font. Mais la façon dont le législateur a écrit cet article, il a mentionné qu'il peut y avoir ceux qui ne le veulent pas et ceux qui n'ont pas les moyens. La suite donc est bien précisée. Tes biens ne sont pas expropriés. Si tu dis donc que tu n'adhères pas au projet, le code de l'urbanisme précise que le projet continue. Par référence à l'explication donnée au point 22 de l'article 2 du Code de l'urbanisme qui définit ce que c'est la rénovation urbaine, dont son opération est parlée dans l'article 69, il est clair que cette explication contredit la mesure annoncée par le ministre Doukoundane. Alors que ce ministre parle de modernisation de toute la ville de Bujumbura, en commençant par la commune de Mukaza, le point 22 de l'article 2 du Code de l'urbanisme ne concerne que de petits espaces tels qu'un îlot ou un quartier. Autre précision soulevée par ce point, c'est que la rénovation est faite par l'État et non des habitants qui sont exigés d'apporter leur plan de construction. Ainsi, des experts du ministère des Infrastructures et des Travaux publics nous ont déclaré que c'est le gouvernement qui devrait en principe exécuter d'abord les premières activités de démarrage du projet comme la sortie du schéma directeur et le traçage des routes et des caniveaux. En résumé, ces experts indiquent que non seulement le projet annoncé par le ministre Doukoundane n'est pas en soi clair, mais qu'il n'est pas réalisable aussi si l'on tient compte des explications qu'il a données. Dossier à suivre. Les employés de la Fédération nationale des COPEC du Burundi Fenakobu en sigle de l'antenne de Bujumbura dénoncent la politique de 2 poids 2 mesures entreprise par le chef de cette antenne. Ces employés précisent que suite au manque d'argent dans les coffres, ils sont obligés de limiter les retraits. Mais ils dénoncent également le favoritisme. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Le manque d'argent qui s'observe dans différentes banques n'a pas épargné les COPEC réunis au sein de la Fédération nationale des COPEC du Burundi, Fenakobu. Certains employés des COPEC et de l'antenne de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que suite au manque d'argent, ils se sont convenus avec le chef de la délégation des COPEC de Bujumbura de limiter les retraits. Ce qui frustre ces employés, c'est le comportement du chef de cette antenne du nom de
de Bosco Nkurunziza qui leur intime l'ordre de donner l'argent sur base des connaissances ou de familiarité qu'il entretient avec certains clients. Il y a un problème de manque d'argent. Nous nous sommes convenus avec notre responsable qu'il faut essayer de partager le peu disponible à tous les clients qui en ont besoin. Cependant, ce qui nous étonne, c'est le comportement de notre responsable qui nous oblige de donner l'argent sur base de favoritisme. Par exemple, si un client a sur son compte 20 millions et demande de retirer la totalité de son argent, on lui donne 5 millions seulement. S'il est en contact avec notre responsable Bosco, alias Mariage, ce dernier nous fait un coup de téléphone pour nous exiger de lui donner 18 millions. Les employés de la délégation des COPEC de Bujumbura s'insurgent contre cette pratique et de leurs responsables qui risquent de créer un climat malsain avec leurs clients. On ne comprend pas pourquoi les uns doivent être privilégiés au détriment des autres. Cela est contraire à notre profession car c'est synonyme de faire la promotion de l'injustice. La meilleure façon de gérer son manque d'argent serait de mettre une affiche qui précise quel montant on ne doit pas dépasser en fonction de l'argent que chaque client a sur son compte. Cela nous permettra d'éviter que le peu d'argent disponible soit mal partagé entre nos clients. Mis à part le clientélisme, Bosco Nkurunziza, le chef de la délégation des COPEC de Bujumbura, est aussi accusé de malmener les employés, une pratique qui lui a fait subir une mutation disciplinaire, selon toujours un des employés qui se sont entretenus avec la RPA. Nous avons constaté qu'il a continué les mauvaises pratiques qui l'ont caractérisé quand il était le chef de la délégation des COPEC de Makamba. Il a beaucoup maltraité les employés. Certains sont victimes de mutations disciplinaires injustes, d'autres n'ont pas avancé de grade, sans oublier ceux qui ont été obligés de résilier leur contrat de travail. Partout où il est passé, il a été marqué par des actes d'injustice. Les clients qui n'ont pas été servis, surtout ceux des COPEC de Gihosha et Giza, ont été signifiés qu'il y a eu des problèmes de connexion, et cela pour cacher qu'il y a un manque d'argent. Ces employés de la délégation des COPEC de Bujumbura demandent au directeur général de la FENACOBU de prendre des mesures contraignantes à l'endroit des chefs de cette délégation, comme il l'a fait pour certains responsables à l'entrée dans ses fonctions. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le chef de la délégation des COPEC de Bujumbura, Bosco Nkurunziza, pour de plus amples éclaircissements. Nous avons aussi essayé de contacter Télésphore Ndayishimiye, directeur général de la FENACOBU, mais sans y parvenir. À propos de ce problème de manque d'argent dans les banques qui perturbe les activités des citoyens, nos sources dans les banques nous ont précisé que ce problème est causé en grande partie par le manque de liquidité dans des banques, du fait que les dépôts des clients sont inférieurs aux besoins de retrait. Nos sources indiquent également que la Banque de la République du Burundi aurait passé une commande de billets de banque supplémentaires pour combler ce vide. Je vous le disais en titre, il y a des grognes chez les nouveaux fonctionnaires de l'État qui n'ont pas perçu leur salaire depuis plus d'une année. Ces fonctionnaires font savoir qu'ils mènent une vie très difficile. Certains d'entre eux indiquent que leurs dossiers sont bloqués au niveau du ministère de la fonction publique. Eric Nyonzima nous en dit plus. Ces nouveaux fonctionnaires de l'État qui n'ont pas encore touché leur salaire depuis le début de leur travail se trouvent dans différents ministères. Certains indiquent qu'ils prestent depuis une année et demie. Notre source parmi eux fait savoir qu'ils se rendent souvent au ministère de la fonction publique pour demander l'état d'avancement de leur dossier. On sera au ministère de la fonction publique pour faire des réclamations et puis cela nous prend beaucoup de temps parce que ce ministère est vaste. Tout dépend de l'étape où se trouve un dossier. Mais sache qu'un dossier passe dans 6 bureaux et chaque fois on t'indique où se trouve ton dossier. Pour la plupart de ceux qui n'ont pas encore touché leur salaire, leur dossier s'auto-complète. C'est pour cela que nous ne comprenons pas comment nous pouvons passer une année et demie sans percevoir nos salaires, alors que nous menons une vie pénible. Ces fonctionnaires ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas encore perçu leur salaire, alors qu'auparavant, les nouveaux fonctionnaires touchaient les premiers salaires au plus tard après 3 mois de prestations.
Si tu n'as pas de connaissances ou si tu ne donnes pas de pots de vin, il sera difficile de toucher ton salaire. Peu d'entre nous ont des connaissances qui plaident pour. Les concernés se trouvent dans tous les ministères. Ce n'est pas seulement au ministère de l'Éducation. On ne fait pas de réclamation de masse, mais chacun suit son dossier. On nous dit que notre question sera traitée après celle des retraités et il ne se soucie pas de nos dossiers. Contacté par la rédaction de la RPADO, Lusengo Amigo, le ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi, fait savoir qu'il n'est pas possible qu'un fonctionnaire puisse travailler pendant 1 année et demie sans toucher son salaire, sauf s'il y a un problème dans son dossier. Toutefois, le ministre de Lusengo Amigo demande aux nouveaux fonctionnaires concernés de se présenter à son bureau à partir de ce jeudi. Confusion au sein des militaires burundais en mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS en sigle, ou alors qui ont terminé cette mission. Certains d'entre eux n'ont pas été payés depuis maintenant près d'1 année. Ces militaires ne savent pas si c'est l'ATMIS qui ne s'acquitte pas de son devoir de paiement ou si c'est le gouvernement qui utilise leur salaire à d'autres fins. Écoutez le témoignage d'un des militaires. Nous ne savons pas où réside le problème. Nous ne savons pas jusqu'à quel mois la CNIS a déjà versé nos salaires. Prenons par exemple les 2 mois de salaire reçus dernièrement. Si la CNIS n'a pas donné d'autres mois de salaire, ça signifierait que la CNIS n'a pas payé les militaires depuis la fin du mois d'août 2022. Donc la CNIS aurait des arriérés pour les militaires pour presque 1 année. Alors c'est ici que nous avons des confusions. Nous ne savons pas combien la CNIS a déjà donné au gouvernement burundais comme salaire pour les militaires en mission et donc combien le gouvernement nous doit. C'est donc ici où se trouve le nez du problème. On ne comprend pas. Imaginez-vous les bataillons 62, 64, 63, ces bataillons qui ont été payés dernièrement 2 mois d'arriérés, mais ils réclamaient 3 mois de salaire pour certains et 4 mois de salaire pour d'autres. Pourtant, les premiers de ces bataillons étaient venus dès les premiers jours du mois de novembre 2022. Et les derniers, les premiers jours du mois de décembre même année. Donc, ils réclament encore des arrières. Ils payé dernièrement 2 mois d'arriérés, mais ils réclamaient 3 mois de salaire pour certains et 4 mois de salaire pour d'autres. Pourtant, les premiers de ces bataillons étaient venus dès les premiers jours du mois de novembre 2022. Et les derniers, les premiers jours du mois de décembre même année. Donc, ils réclament encore des arrières. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Lors de la rentrée judiciaire 2023-2024, Évariste Ndayishimiye a tenu des propos propagandistes pour cajoler la population, selon le président de la coalition CEFOR Arusha. Pour Frédéric Bamvuginyumvira, le président de la République, ment lorsqu'il dit qu'il a écarté tout ce qui menaçait le bon fonctionnement de la justice. Il a dit qu'il a déjà mis hors d'état de nuire toutes ces personnes qui menaçaient la justice. Je crois que ce n'est pas vrai. La personne qui a été emprisonnée, c'est l'ancien Premier ministre Bunyoni Guillaume, mais en réalité, d'autres généraux y sont là. Est-ce que c'était le seul qui menaçait la population, qui entretenait la corruption au sein de la justice? Est-ce que les chefs de partis politiques, les chefs de Imbonerakure ne continuent pas à se comporter ainsi pour influencer la justice partout, à tous les niveaux? Je crois que quand même, là, il devrait accepter que ce qu'il dit n'est pas tout à fait correct. Et cet homme, il a été quoi? Il a été ministre de l'Intérieur. Y a-t-il changé quelque chose quand il était encore ministre? Il a été chef de cabinet militaire du président de la République, Pierre Nkurunziza. Ne sait-il pas ce qu'il y a en termes de corruption? L'armée avec les marchés publics, qu'est-ce qui se passait là-bas? Il le sait. Qu'est-ce que ça a changé quelque chose? Loin de là. Et la justice telle qu'elle est maintenant, il a été le secrétaire général du parti. C'était le président du parti. Et la justice n'a-t-elle pas été influencée par le parti de son temps? Certainement oui. Donc autrement dit, il ne peut pas, aujourd'hui parce qu'il a changé de casquette, avoir un autre langage qui vise certainement à caresser la population, parce que vous l'avez entendu en disant, voilà, vous applaudissez parce que je suis avec vous, vous êtes avec moi. C'est une autre façon de justement cajoler le peuple. Or, la question n'est pas à ce niveau-là. La question est au niveau
de la construction du pouvoir. Selon Frédéric Bamvuginyumvira, Évariste Ndayishimiye devrait changer tout le système qui gouverne actuellement pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui hantent la population. C'est le système qui est pourri et qui devrait être autrement abordé. Et si moi je devais le conseiller, si moi j'étais à sa place, je mettrais le tout à la pendule zéro, ça veut dire mettre en place d'autres institutions, changer la constitution, mettre en place d'autres institutions dans le sens que réclamerait la population. La population attend depuis les années de l'indépendance un léger mieux dans leur vie quotidienne, mais rien ne vient parce que justement l'élite a failli à sa mission et lui aussi il est en train de faillir à sa mission. Autrement dit, il faut qu'il y ait une nouvelle organisation étatique au Burundi pour que cette organisation étatique réponde aux préoccupations, aux attentes depuis longtemps de la population burundaise. S'il a un projet de société dans sa tête, mais qu'il fasse un coup d'État, je l'appellerai ainsi, mais ce serait salutaire plutôt que de continuer à marcher avec des institutions qui tuent la population, qui tuent sa propre population, comme il le décrit lui-même. Alors là, il va choisir des hommes et des femmes qu'il voudra, qui pourraient faire marcher la République. Sinon, avec ce qu'il dit, avec ces méthodes qu'il utilise, il n'aboutira à rien, il va se fatiguer en cours de route plutôt. Parlons santé à présent. Recevoir les mères qui accouchent dans un environnement malsain traduit le manque de respect envers ces mères et leurs bébés. Réaction de la présidente du mouvement Inamahoro suite au manque d'eau potable et au manque d'hygiène qui menace la santé des patients dans le bâtiment mère-enfant à l'hôpital militaire de Kamenge. Marie-Louise Varichako interpelle le ministère de la Santé publique pour s'empresser de prendre des mesures adéquates. Il y aurait pénurie d'eau à l'hôpital militaire de Bujumbura, bâtiment mère-enfant, ce qui porterait un grand préjudice à la santé des mères qui viennent d'accoucher, tout comme à leur bébé. Cela est source de contamination de maladies en raison de l'insalubrité et des mauvaises odeurs qui viennent des toilettes utilisées sans possibilité de chasse et de nettoyage. Il s'agit d'une menace très grave sur la vie aussi bien des patients, à savoir les mères et leurs bébés, que des gardes malades comme des visiteurs et même du personnel médical. L'un des premiers droits humains dont doit jouir toute personne humaine, bien portante ou malade, est le droit à sa dignité. Alors, recevoir les mères qui accouchent dans un environnement aussi malsain traduit le manque de respect envers ces mères et leurs bébés. De même, quand on parle de droit à l'accès aux soins de santé, on exclut évidemment les soins de santé qui peuvent produire un résultat contraire à celui que recherche le malade. On parle donc de soins de santé de qualité qui rassurent psychologiquement et moralement le malade avant même d'avoir terminé son traitement. Le ministère en charge de la santé et les responsables de l'hôpital militaire devraient se remettre en cause et rendre compte de la façon dont ils assument leurs responsabilités. C'est aussi une question qui interpelle plus d'un et qui ne devrait pas rester sous silence, que ce soit ceux qui s'occupent de la promotion des droits de la personne humaine en général, des droits de la femme en particulier, ou ceux qui s'occupent des droits et du bien-être de l'enfant. Ils devraient tous se lever pour dénoncer cette torture infligée aux mères qui accouchent et à leurs bébés. Le mouvement Inamahoro lance donc un appel vibrant aux responsables du ministère de la Santé publique pour qu'ils prennent les mesures nécessaires afin d'exiger la réparation de ces lieux ou alors le service de la maternité de l'hôpital militaire devrait être fermé en attendant que la situation soit redressée. Dans un instant, nous parlons de la pénurie de l'eau potable dans certains coins du pays. La carence d'eau potable s'observe depuis environ 3 mois dans les quartiers Kigwati et Rusange au chef-lieu de la province Rutana. Selon la population, cette eau potable est parfois disponible en petite quantité, une fois par semaine
Les détails avec Emmanuel Niungeko. C'est depuis plus de 3 mois qu'il s'observe un manque criant d'eau potable dans les quartiers Kigwati et Rusange, au chef-lieu de la province de Rutana. Les habitants de ces quartiers indiquent que très rarement, pendant la nuit, l'eau peut couler des robinets, mais là aussi pour un laps de temps. Ça fait déjà près de 3 mois qu'on n'a pas d'eau potable au quartier Kigwati et Rusange. On peut nous rationner à non car on a beaucoup crié jusqu'à nous rendre au bureau de la régie des eaux. Là aussi, on nous rationne pour un laps de temps. Car on ne le fait pas vers 3 heures du matin, on le fait à 10 heures et uniquement pour 1 heure. Mais l'eau tombe de robinet comme de gouttes de vapeur et ce n'est même pas tous les robinets qui laissent couler nos serrés. Suite à ce problème, les habitants de ces 2 quartiers se rabattent à l'eau des rivières. Là aussi, s'en procurer relève d'un parcours de combattants, vu que l'accès à la rivière est très difficile. Un enfant de 15 ans ne peut pas aller puiser dans cette rivière avec un bidon de 20 litres. Il y a une forte pente. Les enfants ne peuvent y aller qu'avec des trop petits respirations pour une petite quantité d'eau. Imaginez-vous alors, en cette période de vacances où des enfants sont trop actifs avec les jets, mais sans eau pour se laver, c'est tout qu'envoyer son enfant puiser dans la rivière constitue un grand risque. Vous comprenez qu'on risque d'attraper de maladies démesales. La rédaction de la RPA a tenté de joindre sur son téléphone portable Eric Naimera, administrateur de la commune de Rutana, mais il était injoignable. La pénurie d'eau potable est également signalée en commune Rugombo de la province Cibitoke. La population indique qu'elle peut passer plus de 3 jours sans avoir même une goutte d'eau dans leur robinet. La situation est préoccupante au lendemain de l'apparition de l'épidémie de choléra. Le point avec Elvis Nyomongere. La pénurie d'eau en commune Rugombo est l'une des principales préoccupations majeures qui perturbent la population. Comme certains habitants de la dite commune l'ont raconté à la RPA, le manque d'eau dans les robinets n'est plus un secret car 3 jours peuvent s'écouler sans avoir même une goutte d'eau dans les robinets. Cet habitat indique que c'est un sérieux problème. Le problème en rapport avec la pénurie d'eau potable est une réalité ici à Rugombo. L'eau manque des fois au point de perturber toute la population. L'eau peut faire 2 ou même 3 jours sans apparaître dans nos robinets. Ce problème menace presque toute la population de la province de Cibitoke. Pour le moment, la pénurie d'eau se fait remarquer au point que pour le moment, la population est très inquiète. Malgré cette situation, la régie des eaux ne cesse de dire à la population que le du problème va être résolu le plus vite possible, car il est aussi perturbé par cette pénurie. À travers ces paroles, lors de sa conférence de presse, l'ingénieur Albert Manigomba, directeur de la régie des eaux, comme toujours, a fait savoir qu'il est en train de faire tout ce qu'il peut pour résoudre ce problème. La pénurie d'eau nous menace tellement de ma part quand la population demande d'être approvisionnée en eau potable et que je me retrouve incapable de les servir. Cela me rend tellement mal. Nous ne sommes pas assis face à ce problème au sein de la régie des eaux. Nous sommes en train de faire tout ce qui est possible cette année pour voir ce que l'on peut faire. Depuis l'existence de la régie des eaux, cette année est la première où nous allons utiliser 60 milliards pour l'eau seulement. À cet instant que je vous parle, nous sommes en train d'installer 2 centres hydroélectriques, dont celle de Matiazo et d'autres d'Issaré, et nous attendons à ce que si rien ne change, l'eau sera disponible en abondance depuis le mois de novembre et décembre 2023. Il y aura beaucoup d'améliorations, surtout dans les quartiers de Kamenge comme Mirango 1 et Mirango 2, le quartier Matafari et dans les localités de Mashurwe. Rappelons que ce n'est pas la première fois que la régie des eaux promet d'approvisionner l'eau potable dans la population mais en vain, ce qui a poussé la population à ne plus croire à ce genre de promesses. Pire encore, la pénurie d'eau devient de plus en plus compliquée au moment où le ministère de la Santé a récemment déclaré la présence de l'épidémie de choléra dans différents coins du pays. Une épidémie qui est causée par le manque d'hygiène. Ce dernier est entraîné par la même pénurie d'eau potable, d'où
surtout la présence de l'épidémie de choléra. Restons à Rugombo pour clore cette édition. Les administratifs de cette commune de la province Chibitoke doivent prendre une décision qui fait que les Imbonerakure chargés de la distribution de l'eau d'irrigation cessent le mauvais comportement qu'ils affichent. Réaction de Gervais Nivigira, vice-président du réseau des citoyens pro-B RCP. Il réagit après que les agriculteurs et pisciculteurs de cette commune ont dénoncé le comportement des Imbonerakure qui ont barré le grand caniveau irriguant les champs dans le but de rançonner la population. Suivez Gervais Nivigira. L'opération de la commune de Rugombo province Chibitoke est inquiète du fait que le canal qui était destiné à distribuer d'eau pour irriguer les champs est devenu propriété privée d'un groupe endogène Imbonerakure. Premièrement, il est compréhensible que l'eau qui était l'eau publique est devenue propriété privée dans ce groupe. Deuxièmement, cela arrive au moment où le gouvernement cesse de demander à l'opération de faire des travaux qui leur donnent de l'argent, mais aussi pour développer les communes et les familles. Et c'est pourquoi nous demandons à l'administration, que ce soit l'administration communale ou provinciale, de prendre en main cette question et de distribuer équitablement l'eau à ceux qui en ont besoin. Parce que nous savons qu'il y a les agriculteurs, mais aussi il y a les pesquiculteurs qui en ont besoin pour l'élevage, mais aussi pour l'agriculture. Et nous savons que l'agriculture et l'élevage sont des moteurs de développement. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre comment un seul groupe peut bloquer toute une commune, toute une opération, et pour l'intérêt d'un seul groupe qui a besoin d'avoir de l'argent, mais non pas pour l'intérêt général, l'intérêt de la commune ou l'intérêt de la province. Et ceci, alors, c'est pour interpeller l'administration communale et provinciale de prendre en main, mais aussi de punir ces jeunes-là qui savent du droit de priver certains droits à l'opération et à ceux qui n'ont pas de l'argent pour leur donner, pour avoir cette eau pour irriguer leurs champs. Voilà, c'est Gervais Nivigira, le vice-président du RCP, et c'est par son intervention que nous mettons un point final au journal du 6 septembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.